Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission « Y a pas que le sport ». Aujourd'hui, nous allons parler de la vitesse et ses dangers. Et j'ai le plaisir d'en parler avec un professionnel. J'ai nommé le pilote automobile Christian Ebon. Bonjour Christian. Bonjour Magali. Comment ça va? Ça va bien et vous? Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Oh, c'est un plaisir vraiment partagé. Merci. Il y a de plus en plus d'adeptes des courses automobiles, courses de moto et des grands férus de Formule 1 en Afrique. La vitesse encore et toujours, c'est un sujet qui doit être pris au sérieux et mis en lumière sur l'ensemble de notre continent. Il y a quelques semaines, une grande star ivoirienne, le DJ Arafat, a malheureusement perdu la vie des suites d'un accident de moto. Alors aujourd'hui, accompagné d'un professionnel du sport automobile, nous allons vous parler de son métier, mais surtout nous allons vous faire de la prévention routière afin que vous puissiez lever un peu le pied sur la pédale d'accélérateur. Alors Christian, vous êtes pilote automobile, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Vous êtes originaire du Cameroun. Ma première question, c'est comment se passe la pratique de sport automobile en Afrique? Est-ce que vous avez commencé en Afrique ou vous avez commencé en France? Alors, c'est une bonne question qu'on me pose souvent. Il n'y a pas de sport auto en Afrique. Ah, d'accord. Il y a quelques événements qui, à part l'Afrique du Sud, hein, j'entends bien, où il y a un circuit, le Sénégal où il y a un circuit, un deuxième récemment. Il n'y a pas de sport auto en Afrique. Moi, j'ai quitté le Cameroun en 97 justement pour venir faire mes écoles en Europe. La seule fédération africaine de sport auto étant au Sénégal. Et en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud. C'est ça. Bon, l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique du De C'est ça. C'est l'Afrique du Sud. C'est particulier. C'est particulier. Du coup, que manque-t-il à l'Afrique? Alors, est-ce que c'est de la volonté? Est-ce que... De la volonté, de faire attention aussi aux personnes comme moi qui mettent en avant l'Afrique via le sport auto à l'extérieur. Créer une fédération de sport auto. Ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux et j'ai balancé ça notamment au Cameroun, mais il n'y a jamais eu de retour. Ah, vous en avez quand même parlé? Il y a longtemps, oui, à l'ambassade, j'ai envoyé des dossiers, etc. Mais, ou même au ministère des Sports, même par au exemple? ministère des Sports, oui. Sans retour? Si, j'ai eu un retour drôle, on ne va pas le dire à l'antenne, mais un retour assez drôle. Ouais. Je pense qu'il faut d'abord créer des fédérations, du moins une fédération africaine de sport auto. Jean Todt, le patron de la FIA, Fédération internationale de sport auto, a été notamment en juin dernier au Cameroun. Il me disait qu'il allait se déplacer pour faire la promotion, justement, promouvoir les accidents et essayer de faire une campagne qui a été faite sur le circuit de Monza, notamment avec Didier Drogba. Mais ceci dit, il manque des pilotes impliqués. Comme j'ai dit, c'est bien parce qu'il y en a très peu. Moi, j'ai découvert qu'il y avait un Marocain. Oui. Mis à part vous, j'ai découvert qu'il y avait un Marocain aussi. Oui, Mehdi Benani. Exactement. Donc en fait, vous n'êtes que deux. Oui, Mehdi qui est là depuis quelques années, qui roule en WTCR, c'est le championnat du monde de voitures de tourisme. Hein. Ouais. Donc oui, Mehdi depuis quelques années qui promeut le Maroc. D'accord. Donc là, le problème, c'est qu'il n'y a pas, aucune personne n'a vraiment cette volonté-là. Non, et oui, et je précise une chose aussi, c'est que grâce à Mehdi, il y a eu un circuit qui a été créé au Maroc, notamment qui accueille le WTCR et la Formule 1 électrique. Donc on espère que grâce à vous, il y aura un circuit au Cameroun. On espère, on espère. Du coup, est-ce que vous pensez que, parce que les routes, on peut pratiquer ça sur des routes, donc est-ce qu'aujourd'hui, l'argent est là, mais rien n'est fait? Est-ce que vous pensez qu'avec l'aide peut-être de pilotes connus à l'international, ça pourrait faire changer les choses? Oui et non, parce que j'ai monté un projet de faire une espèce de Monaco en ville, au Cameroun notamment. Il y a des routes, il faut juste mettre des infrastructures en place, s'associer avec la fédération française ou la fédération internationale, notamment de sport auto, pour sécuriser. Il y a une fédération de sport automobile internationale. Oui, la FIA, qui régit toutes les courses, en fait. C'est la FIA, en fait, qui régit toutes les courses. Donc, il faut demander l'aval de la FIA, mettre des infrastructures en route, la sécurité des pilotes aussi, hein, c'est hyper important, la sécurité des spectateurs. Oui. Et à partir de là, une fois que tout est clair, on peut imaginer un Monaco en ville, passer en dessous du palais du président du Cameroun, faire une campagne de sécurité en même temps. Voilà un projet que j'ai envoyé, il n'y a jamais eu de retour, mais
ça, c'est assez facile à faire. Comme ça, on n'a pas besoin de créer en fait un circuit. Oui. Parce qu'un circuit, c'est minimum 200 millions d'euros. Quand même. Oui. Quand même. Oui. Quand même. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes d'originaire du Cameroun, vous avez quitté le Cameroun, comme vous-même vous l'avez dit, pour venir pratiquer cette discipline en France. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'encadrement que vous avez reçu ici? Qu'est-ce que vous avez fait pour devenir pilote en France? Alors, Magali, en Europe, il y a différentes infrastructures qu'on appelle écoles de pilotage. Vous inscrivez dans une école de pilotage, le cursus normal, entre guillemets, pour faire du sport automobile, devenir pilote, c'est le karting. On passe par le karting d'abord, on fait ses écoles pendant une dizaine d'années en karting, notamment les pilotes de Formule 1 que vous voyez évoluer en Formule 1 sont passés par le karting pendant quelques années. Ensuite, on passe en Formule 4, c'est la petite sœur de la Formule 1. Si on est bon, on passe en Formule 3, ce sont toujours des Formule 1 toutes petites avec des moteurs un peu plus grands. Ensuite, on passe en Formule 3, ensuite en GP2 qui est l'antichambre de la F1. Là, si on est bon, on passe de la F3 au GP2 qui sont équivalents à puissance à 200 chevaux et quart d'une Formule 1. Et si on est dans les 10 premiers, logiquement, on a notre place, je dis les 10 premiers, je suis gentil, hein, c'est les 5 premiers. Les 5 premiers, on a des chances d'aller en Formule 1. Notamment, on voit que tous les champions de GP2 ont eu un volant et des tests en Formule 1. Donc, on n'a pas de F4 en Afrique, de F3, de GP2, d'école de karting. On avait un circuit de karting au Cameroun qui a fermé. Moi, j'ai essayé d'avoir un contact avec les dirigeants, j'ai jamais réussi à les retrouver. Donc, on m'a dit qu'il est fermé depuis X temps. Je reçois énormément de messages sur mes réseaux sociaux, me demandant, notamment hier soir, m'a dit oui, comment je peux faire pour faire un cursus dans le sport automobile, j'aimerais devenir pilote, mais il n'y a pas d'infrastructure. Donc, c'est le gros problème aujourd'hui. C'est le gros problème aujourd'hui de l'Afrique. Mais vous, dans votre parcours, comment vous avez fait le choix de ne pas être pilote de Formule 1 mais d'être plutôt pilote automobile? Est-ce que vous expliquez la différence entre les deux pour ceux qui nous suivent et qui ont envie, qui ont le projet de... Elle est bonne cette question, on me la pose souvent, je n'ai pas fait le choix. En fait, il faut avoir de l'argent, simplement. D'accord. Ça coûte très très cher. Pour être pilote de Formule 1. Il faut savoir qu'en moyenne, déjà le karting c'est à peu près 20-30 000 euros par an, sur une dizaine d'années. Ah, quand même. Exactement. Ensuite, on s'imagine pas ça, nous. Hein. Ensuite, quand on passe en F4, c'est à peu près 120 000 euros l'année. F3, on peut rajouter 50 000. F2, on passe à 200 000 à peu près. GP2, on est dans les 600 000 euros. C'est 600 à 800 000 euros, je m'entends. Hein. Formule 1 fois 1 million. On peut rajouter, on va y arriver, on peut rajouter les hôtels, les déplacements, le réceptif, tout ce qu'on a besoin pour dormir, voyager, les avions. Et quand on arrive en F1, Magali, dites-moi un tarif, un prix pour une saison. Comme j'ai entendu 800 000 tout à l'heure, j'ai dit 1 million, mais allez, on va dire 1,5 million. C'est minimum entre 20 et 40 millions d'euros pour avoir un baquet en Formule 1. C'est énorme. C'est énorme. Mais on le voit, hein, les pilotes brésiliens, espagnols arrivent à avoir des gros sponsors, on ne va pas les citer à l'antenne, mais qui arrivent notamment à financer Felipe Massa pendant des années, des chaînes de télé brésiliennes, des pétroliers. Donc c'est pas ça qui coûte le plus cher. En fait, on dit qu'en sport auto, en télévision, quand on sponsorise un pilote, on met 1 euro sur un pilote. Si on doit acheter de la pub télé, on devrait en dépenser 3. D'accord ? Donc c'est beaucoup moins cher de financer un pilote si on veut avoir du média, des retombées médiatiques, parce qu'en général c'est des championnats internationaux, ça passe dans différents pays, il y a des retombées médiatiques, et quand on est bien vu, on est bien suivi sur les réseaux sociaux aussi, ça y contribue énormément. D'accord. Bon, bah écoutez, au moins on sait que faut avoir 20 millions, c'est ça ? 30 millions. 30 millions. 30 millions. 30 millions. Est-ce que vous avez la sensation de risquer votre vie lors de chaque course ou pas du tout ? Non, pas du tout. Le jour où on a peur, quand on fait un sport, on arrête. Ça veut dire que là, ça ne va plus du tout. Voilà, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. Ça veut dire que je vous donne un exemple un peu simpliste, si je puis dire. On va faire de l'acrobranche. En général, si on a peur de la hauteur, soit on vainc sa peur, soit on ne le fait pas du tout. On ne le fait pas. Exactement. Le sport automobile, c'est pareil. C'est énormément d'adrénaline, énormément de préparation physique. Hein. On doit avoir une très très bonne condition physique, au niveau du cœur aussi, parce qu'on prend énormément de jets. On a la tête qui est multipliée des fois par 2, 3. Il y a un très bon suivi médical d'ailleurs ? Et il y a un très bon suivi médical. On a préparateur physique, mental, coach, etc. D'accord ?
il faut avoir une très bonne condition physique. Et si jamais on a peur, parce qu'on atteint des vitesses folles, vous voyez, des fois ça va jusqu'à 350 km/h, hein. Ah oui, c'est énorme. Notamment, on a eu un accident tragique il y a 3 semaines au circuit de Spa-Francorchamps, hein, avec un petit jeune, Antoine Hubert, qui est décédé. On voit que le corps a ses limites, parce qu'il a eu un accident, il a été percuté de plein fouet à près de 200 km/h. On sait que les organes à l'intérieur ne tiennent pas, un peu comme notre cher Didier Arafat. Hein. Donc c'est pour ça qu'on met un accent sur la sécurité. D'accord. Eh ben, dis donc. Donc en gros, si on a peur, on arrête. On ne le fait pas. On ne le fait pas. On ne le fait on pas. Commence même voilà, pas. on ne commence même pas. On fait juste du karting. On fait juste du karting, juste à côté. de loisirs et c'est suffisant. Voilà, c'est suffisant. Est-ce que votre sport a changé votre conduite en ville ? Oui, parce que j'ai commencé très très jeune. Bon, quand on est jeune, on est un peu foufou. On aime la vitesse, on veut toujours aller vite, on a peur de rien. C'est ça. Alors moi, j'ai la chance d'être expert en prévention et sécurité routière aussi, et de donner beaucoup de conférences dans des groupes, hein, et former des policiers en conduite rapide, des pompiers, plein de personnes qui font des travaux un peu dans ce genre-là. Parfois, ils utilisent la vitesse. Voilà, et ambulanciers, etc. Donc, même quand je donne des conférences, on me raconte des fois des tas d'accidents, on me montre des photos ou autres, et même moi, j'ai déjà assisté à des accidents. J'ai pas intérêt à déjà me mettre en danger et après mettre en danger les autres. C'est vrai qu'on voit tous les jours des gens qui roulent un peu comme des fous sur la route, mais ils ne se rendent pas compte que une voiture, en fait, c'est une tôle en alu plastique qui est thermoformée, en fait, avec des insonorisants. Malheureusement, c'est pas sain et c'est pas sécurisant de faire le fou en voiture. Ouais. Donc vous avez une conduite normale, vous respectez la limitation de vitesse. Voilà, normal, on respecte. Donc un pilote automobile ne conduit pas vite dans la vie de tous les jours. Ça, il faut le retenir. Alors d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intro, et vous l'avez dit tout à l'heure, on a malheureusement perdu le chanteur ivoirien Didier Arafat. Il y a eu il y a quelques années l'acteur Paul Walker, hein, qui malheureusement est mort aussi dans les mêmes conditions, à part que c'était pas une moto, mais c'était une voiture de course. Ouais. Voiture de sport. Voiture de sport. C'était une Porsche Carrera. C'était une voiture de sport. Oui. Mais c'était un événement organisé, oui. Voilà, il a pris autour des voitures, des courses et autres. Est-ce qu'on doit davantage communiquer sur le continent africain ? Il y a un problème, on ne communique pas assez. On communique presque pas du tout. Moi, j'aimerais que la FIA, j'aimerais faire quelque chose avec la FIA pour ça, justement, faire des promotions vidéo, faire beaucoup de sensibilisation, parce que c'est vrai qu'en le disant en off, on voit souvent dans nos pays africains une famille sur une moto sans casque, à 5, assis dessus, ou une voiture 5 places avec 15 personnes dedans. Je ne sais pas comment ils font pour entrer. À l'avant, 5 personnes, 5 à l'arrière. Des trucs incroyables. Voilà, sur le toit, il y a 300 kilos dans le coffre, il y en a autant. La voiture, limite, on ne sait pas comment elle fait pour rouler. Les gens, en fait, se rendent pas compte. D'ailleurs, quand il y a ces accidents, souvent, c'est tout de suite mortel. On prend un car de 14 personnes, ils sont 40 dedans. Je comprends qu'il y a des problèmes économiques qu'il faut rentabiliser, mais il ne faut pas le voir comme ça. Déjà, en amont, essayer de rendre les voitures un peu plus accessibles serait une solution pour des familles modestes. Deuxièmement, faire une grosse prévention. Moi, je donne toujours un exemple en disant aux gens, vous prenez votre marque de voiture, vous allez sur Internet, vous tapez votre marque de voiture sur YouTube avec Euro NCAP. Euro NCAP régit, en fait, c'est lui qui homologue et qui valide le lancement commercial des voitures. C'est-à-dire que quand vous voyez une pub à la télé, on dit 3 ou 4 ou 5 étoiles au crash test Euro NCAP, c'est parce que Euro NCAP a dit que la voiture passait les homologations, d'accord ? Une voiture, en moyenne, c'est entre 35 et 63 km/h de crash test. Et quand vous la regardez, on dirait qu'elle a tapé un mur à 200 km/h. Donc pour vous dire, voilà, on en revient aussi aux 30 km/h. Pourquoi on a mis 30 km/h en ville ? Parce qu'on estime que seulement à 10 km/h de plus, un piéton a plus que 30% de s'en sortir. D'accord ? C'est pour ça qu'on a mis le 30 km/h en ville. Et tant qu'on est dedans, on fait une petite parenthèse, et c'est pour ça que les voitures sont maintenant en plastique, les ailes, les capots et autres. Que quand on tape, on a l'impression que ça se casse comme un œuf. Oui, on a l'impression que c'est très fragile, voilà, on dit, mais... exactement. Parce que c'est fait pour absorber, en fait, les chocs piétons. D'accord.
Voilà. C'est bon, c'est très bon à savoir. C'est intéressant de le savoir. D'accord, donc j'aimerais qu'on puisse continuer dans notre petite partie de sécurité routière. Bien sûr. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aujourd'hui à nos téléspectateurs africains qu'il ne faut surtout pas reproduire lorsque l'on est en voiture ou en moto? Alors, je vais donner... déjà, il y a 3 choses essentielles à faire. Hein. C'est sa pression des pneus. Ça m'étonnerait qu'en Afrique, on passe à beaucoup. Sa pression de pneus. Sa pression de pneus, ne pas rouler avec des pneus lisses. Parce que ça, on le voit chez nous, quand on prend le taxi ou autre, on le voit tout de suite. Tout de suite. Voilà. Est-ce que le taximène l'a fait? Non. Sa pression de pneus. Même quand on surcharge une voiture, on doit mettre énormément de... Exactement. C'est une très très belle photo, ça. Je suis sûr que si on regarde les pneus de ce cher monsieur, ça sera... C'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a un truc que moi je déplore, c'est que les pneus usagés en Afrique, il y a un témoin sur un pneu. Un témoin, quand on arrive à 2 mm du témoin, il faut changer le pneu. Oui. Il y a un circuit parallèle qui fonctionne depuis des années. Ces pneus-là sont rachetés par certaines personnes, ramenés en Afrique et ont une deuxième vie. C'est triste, hein, mais c'est triste. Voilà. À savoir qu'aujourd'hui, un pneu ne coûte plus si cher que ça. Ouais. D'accord ? On a plein de pneus, on n'est pas obligé d'acheter du M ou du G. Par exemple, on peut acheter d'autres pneus. Un pneu, si les rainures sont importantes, c'est fait pour évacuer l'eau. D'accord ? Ouais. Quand on roule avec un pneu lisse, quand il faut freiner, c'est plus la même chose, d'accord ? On le voit d'ailleurs, je vous donne un exemple en compétition, quand il fait sec, nous on roule avec ce qu'on appelle un pneu slick. Un pneu slick, c'est un pneu tout lisse, d'accord ? Quand il pleut, on roule avec des pneus rainurés. Ce sont des pneus comme Monsieur Tout-le-Monde avec des rainures. Les rainures, ça sert à évacuer l'eau. Oui. Donc il y a une raison à cela, d'accord ? Quand on prend des risques, on est chauffeur de taxi ou père de famille ou autre, hein, si on s'amuse à rouler avec des pneus lisses, on met en danger non seulement sa famille, mais en plus les autres usagers. Parce que du coup, s'il faut effectuer un freinage d'urgence, on ne peut pas effectuer un freinage d'urgence. Oui. D'accord ? Deuxièmement, une chose aussi importante, la surcharge. Je ne sais pas si vous avez une autre photo, mais on voit... La surcharge, exactement. Vraiment, si on dit de ne pas surcharger les voitures, c'est qu'il y a une raison. Ok, sur 1 million de fois, vous allez avoir un trajet où il ne va rien se passer. Mais le jour où il va se passer un incident, on voit qu'il y a des morts parce que la voiture est tellement surchargée qu'on ne peut pas faire d'évitement. La voiture est donnée à 1 tonne, elle doit porter 600 kg dans le coffre. Voilà, exactement comme cette photo. Et la moto, cette moto notamment, c'est un exemple, un très bon exemple. Cette moto doit porter maximum... 2 personnes 100 kg, 120 kg. Oui. D'accord ? On va dire que la moyenne de personnes là fait 80 kg, donc vous multipliez 80 kg x 4. Vous voyez qu'on n'y est pas du tout. S'il faut faire un évitement, s'il doit faire un évitement ou freiner, les freins déjà ne sont plus effectifs, donc ça rallonge le freinage. Et deuxièmement, s'il faut faire un évitement, la personne sera par terre. Les personnes seront par terre. Voilà. À savoir clairement. Que souvent on voit sur cette photo notamment, ils sont 4 adultes. Souvent on voit papa, maman, les enfants, le bébé posé sur le réservoir devant. Exactement. Et le chauffeur. Voilà, qui fait office, on le dit, de projectile, hein, parce que en cas de freinage, le papa avec les mains sur le guidon ou une main en tenant le gamin ne pourra jamais retenir le projectile. Le bébé, il pourra, parce qu'on l'appelle bébé projectile, malheureusement, il faut que ça percute. Hein. Donc, c'est le jour où il faudra éviter l'accident, ce sera dramatique. Voilà, donc il faut que nos pouvoirs publics et nos autorités, je dirais, peuvent me contacter pour qu'on sensibilise, parce que je le fais déjà en Europe, je le fais dans toute l'Europe. Donc on peut monter des campagnes publicitaires, on peut mettre en avant certaines sécurités, notamment comme le casque, simplement. On a vu que les 4 personnes... on en a parlé déjà, Didier Arafat. Didier Arafat, voilà. S'il avait eu un casque, il avait 60% de chances de s'en sortir, d'accord ? Parce que la tête a pris en premier, et s'il s'en était sorti, on pense que ça aurait été un légume, comme on dit, parce que les cervicales, tout de suite, c'est la première chose qui nous rend tétraplégiques ou autre, en légumes, donc il ne faut pas rigoler avec le casque.
Et en général, c'est mieux de mettre un casque fermé comme celui-ci que de mettre un casque ouvert où le menton, déjà un casque ouvert, en cas de choc ou de forte secousse, il a beaucoup plus de chances de s'en aller parce qu'on le voit, les gens qui mettent leur casque souvent n'est pas assez serré ou n'est pas à leur taille. Deuxième chose. Il y a plus de chances que exactement, le casque va s'en aller. Et un casque, quand il est tombé une fois, c'est poubelle. Il y a bien une raison. Oui. Ah, ça, faut bien retenir. Ça, les gens le savent. Hein. Les gens le savent, même en Afrique, un casque, quand il est tombé une fois, c'est fini. Parce qu'en fait, il y a des éléments à l'intérieur qui amortissent notre crâne, en fait. Quand le casque, si mon casque là était tombé, il ne me servirait plus. Après, c'est mon casque de compétition, il est moulé à ma tête, etc. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. On achète un casque avec une norme NF, comme on dit. Oui. C'est un casque qui va nous sauver. Maintenant, si le casque, on le fait tomber sans faire exprès, c'est terminé. Le casque, il est microfibré, comme on dit. Ça veut dire qu'il est cassé à l'intérieur. Si on vient avoir un deuxième choc, il ne fera plus son travail. Quelle tristesse. Donc on ne doit pas rigoler avec ça. On ne doit pas rigoler avec ça. Pour ce que ça coûte, je trouve qu'on devrait mettre en œuvre quelque chose avec les pouvoirs publics pour rendre plus accessibles les casques. C'est plus ça qui coûte cher aujourd'hui. Ce qu'il faudrait, c'est une personne aussi comme vous qui puisse donner tous ces conseils-là pour éviter d'avoir surcharge, comme vous l'avez dit. Exactement, Magali. Vraiment, les femmes, il ne faut pas se maquiller au volant, toujours la ceinture, vraiment... ça, c'est vous qui l'avez dit, parce que moi, je le dis en conférence, je passe pour un miso. Je le dis parce que étant moi-même une femme, j'ai pu le constater et donc voilà. Je vais la garder celle-là parce que je le dis à chaque fois. Je le dis à chaque fois et on me dit oui c'est miso, pourquoi les femmes et les hommes. Mais je vois des hommes se raser. Moi qui suis en moto dans Paris, j'ai vu un homme se raser l'autre jour en moto. J'en vois qui prennent leur petit déjeuner en voiture. Pas de siège auto pour les enfants. Pas de siège auto. Les enfants, on les emmène à la crèche le matin, ils sont sur les jambes. Je vais vous raconter une horreur. Hein. J'étais en train de former les pompiers il y a quelques mois et un pompier me dit on a eu une intervention avec un jeune couple qui habitait à 2 km de l'hôpital. Ils ont pris le siège auto, ils l'ont mis derrière le siège passager, ils l'ont coincé, ils ont reculé le siège passager, ils ne l'ont pas bien clipsé. Vous savez, on a les isofix sur les sièges aujourd'hui qui clipsent le siège ou la ceinture de sécurité. Dans un rond-point près de chez eux, en fait, la vitre était ouverte et le gamin est passé à travers. Et on l'a retrouvé dans un champ plus loin. Alors je vous laisse imaginer, on sait que les accidents arrivent le plus souvent sur notre trajet maison-travail, parce qu'on a l'habitude de faire ces trajets, donc on se maquille, on prend son petit déjeuner, on lit... on pense qu'on connaît la route, le chemin, donc il ne se passera rien. Exactement, et c'est là où il nous arrive souvent malheureusement des accidents, donc il ne faut vraiment pas rigoler avec ça. Et une chose qu'on n'a pas insisté, Magali, c'est la ceinture de sécurité. Voilà, la ceinture de sécurité, effectivement, quand on est 10 dans une voiture à 5 places, on ne peut pas avoir la ceinture de sécurité. Malheureusement, tout le monde ne peut pas avoir de ceinture. Exactement, donc on fait notamment office de projectile. Donc ça, exactement. Il faut respecter la circulation, enfin vraiment respecter les panneaux de circulation. C'est vrai que malheureusement sur notre continent, il n'y a pas des panneaux partout, mais le peu de panneaux qu'il y ait, il faut les respecter aussi. Mis à part les panneaux, Magali, on va déjà parler de respecter son automobile, c'est-à-dire d'avoir une voiture avec des pneus en bon état, des freins en bon état, être à 5, pas à 6 ni à 7, donc avoir la ceinture de sécurité. Si on arrive déjà à sensibiliser les personnes et la surcharge, parce que la surcharge, vraiment, c'est un fléau, on arrivera à faire quelque chose et à faire en sorte que les voitures soient beaucoup plus accessibles. Si un chauffeur de taxi a besoin d'avoir un véhicule de 14 places, qu'on puisse lui faire en sorte qu'il ait un véhicule de 14 places. Comme ça, il aura les moyens de l'acheter. Et non pas se dire, je n'ai pas les moyens d'acheter un véhicule de 14 places, je vais acheter un véhicule de 5 places, mais je vais mettre 14 personnes pour que ce soit le plus rentable possible. Et surtout que les gens se disent maintenant, j'arrête de monter dans un taxi, c'est 5 places. Si on me dit de monter, je suis la 6e personne. Je ne monte pas, simplement. Exactement, j'attends le taxi suivant et je dis au taxi que je souhaite avoir que 5 personnes. Déjà, il faut que les gens commencent à avoir ce comportement. On va revenir un petit peu à vous en tant que pilote automobile. Bien sûr. Vous en pensez quoi de la protection de l'environnement ? Est-ce que c'est un gros problème pour les courses automobiles ? Parce qu'il y a un problème de pollution. Alors,
sans comme question. Les gens souvent pensent que nous sommes des pollueurs en tant que pilotes. Alors qu'il faut savoir une chose importante, c'est que le pilote automobile est un ingénieur. C'est grâce au pilote automobile qu'on retrouve justement les pneumatiques qui tiennent mieux sur la route, qui sont plus efficients, comme on dit, donc qui font moins de bruit, qui font en sorte que le véhicule consomme moins, les moteurs moins polluants. Je vous donne 2 exemples concrets. Le régulateur de vitesse a été inventé en course automobile. Pourquoi ? Parce qu'il fallait rentrer dans les stands à une vitesse limitée. En course automobile, on appelle ça le pit limit. Si on voit un volant de compétition, il y a marqué pit, on le règle à 80 km/h, comme notre régulateur de Monsieur Tout-le-Monde, on appuie dessus et on ne peut plus dépasser le 80 km/h ou le 60, ça dépend des circuits. D'accord ? Les phares au xénon... la même chose, ça a été créé aussi Oui, pour les 24 heures du Mans, notamment. D'accord. Parce que le règlement des 24 heures du Mans disait qu'il ne fallait pas changer d'ampoule pendant 24 heures et surtout il fallait que les véhicules puissent avoir leurs 2 phares allumés pendant les 24 heures, sinon c'était une pénalité. D'accord, c'est surtout pour ceux qui pour la visibilité, la nuit. Exactement. Ouais. Donc les ingénieurs se sont penchés dessus et au final on créé ce phare au xénon que tout le monde aime bien, qui éclaire bien la nuit, voilà, exactement, qui fait office de jour la nuit. Donc il faut savoir que aussi un phare au xénon, du moins un phare en général éclaire 100 mètres et on avance tous les 100 mètres et on voit 100 mètres, d'accord ? Un phare au xénon, c'est un peu plus loin, d'accord ? On gagne un peu 20 à 30 mètres, donc forcément c'est un peu mieux et puis du coup on a une meilleure visibilité, d'accord ? Donc sûr. On a plein d'exemples comme ça, on ne va pas tous les énumérer, c'est pour ça qu'on voit que les équipementiers comme M, je ne vais pas les citer, on va pas citer. Notamment se vantent de gagner les 24 heures du Mans depuis longtemps et je le confirme, c'est pour faire beaucoup de développement sur le circuit du Nürburgring, notamment en Allemagne, c'est un très bon pneu, c'est pas pour rien qu'on dit de rouler avec des pneus en bon état. D'accord. Donc il n'y a pas de problème de pollution et autres. Non, et je vous donne une autre parenthèse. Aujourd'hui, vous voyez que les Formule 1 sont hybrides, donc à moitié électriques. On a la Formule 1 électrique aujourd'hui. Donc tout ça passe d'abord par le sport auto en laboratoire pour arriver dans le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde. D'accord ? On avait Toyota, Audi, et il faut que j'en cite un troisième, et Porsche. On ne va pas tous les citer. Voilà, qui avaient dans la catégorie Reine LMP1 des voitures hybrides. Hybrides soit diesel, soit hybride essence. D'accord ? Peugeot aussi, qui avait un moteur hybride diesel pour les 24 heures du Mans, d'accord ? Donc c'est un grand laboratoire avant d'arriver. Donc c'est une discipline qui a pensé à l'environnement. C'est pas une discipline qui pense à l'environnement, c'est grâce à cette discipline que l'automobile évolue. D'accord. Donc c'est le laboratoire de l'automobile de Monsieur Tout-le-Monde. Donc quand on s'y intéresse, on voit bien que les technologies qui arrivent notamment en Formule 1, en sport auto, arrivent dans nos voitures au final. L'antipatinage, le SP, l'ABS, toutes ces technologies-là sont d'abord en sport auto et après arrivent sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, une fois que c'est assez régulé. Alors Christian, quel conseil donneriez-vous à tous ces jeunes, qui soient en Afrique ou pas, qui souhaitent devenir pilotes ? Quel conseil vous leur donneriez ? Alors déjà ceux qui sont en Afrique, on va faire la part des choses. Déjà ceux qui sont en Afrique, si vous voulez devenir pilote, vous faites quoi ? Je ne vais pas dire on fait comme moi, parce que j'ai eu la chance, l'opportunité de venir en France. Si on peut, on vit en Europe. Pousser. Sinon, on part vivre au Sénégal ou en Afrique du Sud. Pas forcément, en Afrique du Sud, oui. Il faut pousser pour qu'on ait une fédération. Donc moi j'essaie notamment de fédérer énormément de... Il faut commencer par là déjà. Voilà, j'essaie de fédérer énormément de personnes autour de moi pour qu'on puisse faire une pétition et pousser nos autorités à créer une fédération. Donc notamment les gens peuvent m'écrire sur mes réseaux sociaux ou dire voilà, moi je suis volontaire pour faire une pétition qu'on signe et qu'on pousse les autorités à créer une fédération africaine de sport automobile. Oui. Une fois qu'on aura notre fédération africaine de sport automobile, les choses vont se mettre, Magali, très rapidement. Moi, j'ai la chance d'avoir déjà un peu d'expérience, donc je pourrais apporter mon expérience avec l'aide de la FIA, et puis nous arriverons déjà à faire les choses plus rapidement.
Donc il y a quelques courses qu'on voit, notamment à Douala, au Nigeria, sur les plages, des gens qui essaient de faire des petites choses. Mais si on a déjà une fédération, on pourra encadrer, développer, emmener des disciplines, notamment. Moi, je rêve qu'il y ait une course de Formule 1 en Afrique, oui. qui passe en Afrique. Ce serait génial. On rêve tous, hein. Ce serait génial, vraiment. Même une discipline que moi je fais, je serais honoré de venir faire une course en Afrique. Ouais. Mais pour ça, on passe d'abord par la fédération. Ensuite, on pourra discuter pour le reste. D'accord. Donc, j'espère que vous avez compris. Il faut commencer par la fédération et on pourra développer tout le reste. C'est ça. Alors, Christian, je vous laisse cette caméra-là. Si vous avez des réseaux sociaux, alors où est-ce que les jeunes, les gens qui ont suivi cette émission-là, peuvent vous suivre pour en savoir plus, s'ils ont des questions? Quels sont vos réseaux sociaux, Christian? Alors, mes réseaux sociaux, comme tout le monde, Instagram aujourd'hui, on est Instagram, Facebook, YouTube, TikTok et autres, hein, simplement en tapant Christian Ebong, vous me trouverez. Sur Instagram, c'est Christian-Ebong, et sur les autres réseaux sociaux, Christian Ebong, simplement n'hésitez pas à m'écrire, à suivre, à interagir, etc., à donner votre avis, à participer pour qu'on puisse justement mettre en avant cette pétition et pouvoir développer du moins pousser le gouvernement à avoir cette fédération. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre émission. Ce message de sécurité routière est pour vous tous, chers téléspectateurs. Soyez très prudents au volant, faites attention. Les sports mécaniques ont, eux, de très beaux jours en Afrique. Surtout, n'improvisez pas, n'essayez pas de devenir des professionnels parce que ça risque d'être très dangereux. Merci à Christian de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci Magali. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et puis nous, on se donne rendez-vous sur l'ensemble de nos réseaux sociaux si vous avez des questions. Et puis, à très vite.